L'appel est arrivé un jeudi après-midi de septembre 2023. Et la première chose que ma femme a dite, pas de « bonjour », pas de « assieds-toi », pas même une pause de courtoisie fut « je viens d'hériter de millions. Fais tes bagages. Sors de chez moi. » 26 ans de mariage. C'est ainsi qu'elle a choisi d'ouvrir la discussion. Je m'appelle Tom Wood. J'ai 55 ans. Je possède et dirige Wood Precision Components, un atelier de fabrication et d'usinage sur mesure situé dans la zone du parc industriel de Garfield, à Akron, dans l'Ohio. Nous fabriquons des pièces pour les secteurs médical et automobile. Des tolérances serrées, des clients exigeants, aucune marge d'erreur possible. J'ai lancé l'entreprise en 1996 avec un tour CNC d'occasion, 14 000 $ et la conviction raisonnable que si l'on construit les choses correctement et que l'on traite les gens honnêtement, les calculs finissent toujours par tomber juste. Dans l'ensemble, c'était le cas. Mais le mariage, lui, relevait d'un tout autre calcul. Et lorsque la voix de Gail m'est parvenue au téléphone avec ces mots, cela faisait déjà 2 semaines que je faisais tranquillement les comptes. Laissez-moi expliquer. Gail Wood, 53 ans, et moi étions mariés depuis août 1997. Nous avions une fille, Cassie, qui avait 24 ans en septembre 2023 et vivait à Columbus. Gail travaillait à temps partiel dans la coordination marketing pour une association à but non lucratif au centre-ville d'Akron. Elle avait un humour pince sans rire, un don pour organiser des dîners, et comme j'avais commencé à le comprendre, lentement et à contre-cœur, au cours des 18 mois précédents une relation amoureuse avec un homme nommé Derek Colby qui durait apparemment depuis fin 2021. Je ne l'ai pas confronté. J'ai préféré documenter. 11 ans à diriger un atelier de précision vous apprennent que, quand quelque chose ne va pas, on ne fracasse pas la pièce. On mesure la déviation, on en cherche la source et on répare correctement. J'avais mesuré. L'oncle de Gail, Walter Harmon, avait 79 ans. Il avait passé sa vie professionnelle en tant que promoteur immobilier commercial dans la région du Grand Cleveland. C'était un homme calme et réfléchi qui avait accumulé un patrimoine important au cours de 50 ans de travail discipliné, et il n'avait pas d'enfant. Il appréciait Gail. Il était aussi, et c'est le point crucial, étonnamment attaché à moi. Walter m'avait appelé un lundi, 3 semaines avant l'appel de Gail. Il était alors à l'hôpital pour un problème cardiaque que ses médecins géraient depuis le printemps. Sa voix était prudente, mesurée. « Tom, je veux que tu saches que mon avocat a finalisé les documents successoraux la semaine dernière. Gail est la bénéficiaire principale des actifs liquides, mais il y a des protections intégrées. Des dispositions que j'ai mises en place spécifiquement parce que j'observe ma nièce depuis 53 ans, et je sais comment elle agit quand elle a un levier. » Une pause. « Ces protections sont pour toi. Gail ignore leur existence. Quand l'héritage sera débloqué, elle va faire un mouvement. Sois prêt. Et Tom, documente tout à partir de maintenant. » J'ai demandé ce que je devais documenter. Walter a toussé une fois, de manière brève et sèche. Tout. Il est décédé 8 jours plus tard, le 4 septembre 2023. La succession a été validée le 14 septembre. Gail a reçu l'appel de l'avocat de Walter ce matin-là. Elle m'a appelé à 14h20. J'étais dans mon atelier, en train de passer en revue des rapports d'inspection pour une première série de pièces, quand le téléphone a sonné. Mon contremaître, un homme nommé Dal Brigg, était au bureau en face de moi, vérifiant les tolérances sur une nouvelle série de composants automobiles. Je suis sorti de l'atelier dans le couloir, j'ai répondu à l'appel et j'ai entendu ces mots, « Fais tes bagages, sors de ma maison. » Ma maison. La maison en question était un pavillon colonial de 4 chambres sur Ridgemont Drive, dans le quartier de Fairlawn à Akron, acheté conjointement en 2003. Hypothèque remboursée en 2019. Estimée à 480 000 $ au printemps 2023. Les 2 noms sur l'acte de propriété. Les 2 noms sur chaque document. 20 ans de mensualité, la plupart payés grâce aux revenus de l'atelier. J'ai écouté la suite de l'appel. Il a duré 4 minutes. Gail m'a dit qu'elle serait à la maison à 18h, qu'elle s'attendait à ce que la maison soit débarrassée de mes affaires d'ici là, et que son avocat avait déjà préparé les papiers du divorce. Je lui ai dit que je serais là. Ensuite, je suis retourné à l'intérieur, j'ai fini de passer en revue les rapports d'inspection avec Dal, puis j'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocat. Il s'appelle Roger Castillo.
Il gère les affaires juridiques de mon entreprise depuis 2004. Contrat, responsabilité, problème de personnel occasionnel. Il a 58 ans, il est méthodique et constitutionnellement incapable de paniquer, ce qui est l'une des qualités les plus utiles qu'une personne puisse avoir. J'étais dans son bureau sur South Main Street, au centre-ville d'Akron, à 16 heures. J'ai tout exposé, le mariage, les 18 mois de documentation accumulés concernant Gail et Derek Colby, l'appel de Walter et l'appel reçu 2 heures plus tôt. Roger a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment, puis il a croisé les mains sur son bureau. L'Ohio est un État de répartition équitable, pas de communauté de biens. Le tribunal divise les actifs matrimoniaux équitablement, ce qui ne signifie pas nécessairement à parts égales. Mais cela signifie que 26 années de contribution au foyer et aux revenus de l'entreprise seront prises en compte. La maison est un bien matrimonial, quoi qu'elle puisse en penser. Une pause. Que sais-tu de ces protections? Walter n'a rien précisé. Son avocat s'appelle Gérald Tate et il est à Shaker Heights. Appelle-le demain. Aujourd'hui, rentre chez toi. Sois courtois. Si elle a préparé des papiers de divorce, photographie tout avant de les toucher. Ne signe rien ce soir. Elle s'attendra à ce que je sois parti. Laisse-la le croire. Tu as le même droit légal qu'elle d'être dans cette maison. La seule chose qui peut changer cela, c'est une ordonnance du tribunal, et elle n'en a pas. Il m'a regardé, Tom, ne signe rien ce soir. J'ai conduit jusqu'à Ridgemont Drive. Gail était là quand je suis arrivé à 17h40. Elle portait un blazer que je ne lui avais jamais vu et avait l'expression d'une femme qui avait répété cette scène, légèrement agacée par mon arrivée précoce. Un dossier trônait sur la table de la salle à manger. Les papiers étaient disposés en une pile nette. Un stylo était placé à côté, avec la précision d'un accessoire de théâtre. Tu es là. Une affirmation plate. Tu m'as dit de rentrer. Elle a fait un geste vers la table, pétition de divorce et accord de séparation des biens. Mon avocat les a rédigés cet après-midi. Signé par. J'ai pris le dossier et j'ai feuilleté les pages lentement. Les documents étaient correctement formatés, mais ne portaient aucun numéro de dossier, aucun tampon officiel, aucune notarisation sur les lignes de signature. Rédigé cet après-midi, avait-elle dit, ce qui signifiait aucun dépôt au tribunal, et que, légalement, ce n'était que du papier. J'ai posé le dossier, pris mon téléphone et photographié chaque page, recto verso. Que fais-tu? Je documente. Elle a émis un son entre la frustration et le mépris. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, pris le stylo et signé aux endroits indiqués. Les 3 exemplaires. Elle m'observait avec l'air de quelqu'un qui s'attendait à une résistance et recalibrait sa stratégie face à mon absence de réaction. J'ai posé le stylo et je l'ai regardé, bonne chance, Gail. Elle a cligné des yeux, c'est tout? C'est tout. Je suis allé dans la chambre, j'ai fait un sac, vêtements, médicaments, ordinateur portable, le disque dur externe que je gardais dans ma table de chevet, et le dossier accordéon que je tenais à jour depuis 18 mois avec chaque document, impression et capture d'écran accumulée. J'étais prêt pour ce sac depuis l'appel de Walter. Gail ne connaissait pas l'existence de ce dossier. Elle n'avait aucune raison de le savoir. Je suis repassé par le salon. Elle était au téléphone, parlant à voix basse, sans prendre la peine de se détourner. J'ai saisi ces mots, il part maintenant. Exactement comme prévu. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Elle m'a regardé avec l'assurance tranquille d'une femme qui pensait que la partie était gagnée. Bonne chance encore une fois, et je le pensais vraiment, car elle allait en avoir besoin. Bienvenue sur Sweet Family Revenge. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement et rappelez-vous, les gens dans ces histoires avaient toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait les mauvais choix. Laissez un commentaire et assurez-vous de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Je me suis enregistré dans un hôtel de séjour prolongé sur West Market Street, à Fairlawn. Le genre d'endroit qui loue à la semaine, avec une kitchenette, et qui ne demande rien d'autre qu'une carte bancaire valide. J'avais réservé après l'appel. Walter m'avait dit d'être prêt. J'étais prêt. Ce soir-là, j'ai appelé Cassie. Elle avait 24 ans, vivait à Columbus et travaillait dans l'administration hospitalière.
Elle savait déjà que quelque chose n'allait pas, Gail l'avait apparemment appelé plus tôt dans la journée. La version de Cassie est livrée sur le ton plat qu'elle utilise quand elle essaie de garder le contrôle sur une situation complexe a été que sa mère l'avait appelée pour annoncer l'héritage et mentionner, presque en passant, que Tom et elle allaient, chacun de leur côté. Chacun de leur côté, la phrase type de quelqu'un qui a déjà écrit le scénario et le diffuse. Papa. La voix de Cassie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je lui ai tout raconté, y compris les parties que je lui avais cachées pendant les 18 mois de documentation, Derek Colby, le schéma de retrait sur nos comptes joints que j'avais remarqué il y a 6 mois et que j'avais commencé à suivre, l'appel de Walter. Je le lui ai dit parce qu'elle avait 24 ans, pas 14, et qu'elle méritait la version exacte. Elle est restée silencieuse un moment. Les comptes. Combien? Je n'ai pas encore le chiffre exact. J'ai commencé l'audit détaillé ce soir. D'accord, papa. Tout ce dont tu as besoin. J'ai passé les 3 heures suivantes à la table de la kitchenette avec mon ordinateur et le dossier accordéon. L'audit du compte joint était un travail méthodique, le genre de tâche pour lequel je suis fait. 12 ans de relevés croisés avec les dépenses du foyer que je pouvais vérifier et les transferts que je ne pouvais pas. Les transferts injustifiables duraient depuis 4 ans, pas 6 mois. J'avais capté la fin de la période lors de mon examen préliminaire, mais l'ampleur totale était considérablement plus importante. Les transferts allaient vers un compte au nom de Patricia Harmon, la mère de Gail, 77 ans, qui vivait dans une résidence pour retraités à Mentor, dans l'Ohio. Les montants variaient de 6 cents à 4200 $, sans schéma temporel discernable, sauf qu'ils tombaient systématiquement la semaine suivant un dépôt important lié à mon activité professionnelle sur le compte joint. Transferts totaux, 178 400 $ sur 4 ans. J'ai créé un tableur, documenté chaque transaction avec date, montant et source de dépôt, exporté le tout en PDF et envoyé à Roger Castillo à 23h47 avec une note d'accompagnement. Puis, j'ai ouvert mes emails et trouvé ce que je cherchais depuis l'appel de Walter. 3 jours avant son décès, Walter m'avait écrit directement. Pas à Gail, à moi. Objet, pour tes dossiers, succession WR. L'email contenait une pièce jointe unique, un PDF d'une lettre de son avocat, Gerald Ford, résumant 2 dispositions que Walter avait ajoutées à son testament en août 2023. La première disposition, une clause spécifiant qu'en cas de procédure de divorce initiée dans les 24 mois suivant la réception de l'héritage par Gail, 50% de l'héritage liquide qui, lors de la distribution, représentait 1,4 million sur 4 millions. Faisant de sa part 700 000 $ après impôt serait placé dans un trust restreint pour une durée minimale de 5 ans, accessible uniquement pour des dépenses de vie qualifiées, et non pour l'acquisition de biens, l'investissement ou le transfert à des tiers. C'était un mécanisme successoral légitime selon la loi de l'Ohio, conçu et exécuté par l'avocat de Walter. Ce n'était pas contestable. C'était dans le testament depuis août. La seconde disposition, un legs direct à Tom Wood de 85 000 $, décrit dans le testament comme la reconnaissance de ma contribution à la stabilité et au bien-être de la famille Harmon tout au long de mon mariage. Ce legs était indépendant de toute procédure de divorce et serait distribué quelle que soit l'issue matrimoniale. Walter n'avait parlé à Gail d'aucune de ces dispositions, il m'en avait parlé à moi. Documente tout, avait-il dit. Sois prêt. Il savait exactement ce que sa nièce allait faire dès qu'elle aurait de l'argent et une porte de sortie. Il avait passé ces dernières semaines de lucidité à construire un mur autour de ce vers quoi elle pensait courir. Je suis resté assis dans cette kitchenette à minuit, pensant à Walter Harmon, un homme que je connaissais depuis 26 ans, qui avait assisté aux anniversaires de ma fille. Mangeait à ma table et n'avait jamais dit un mot inutile et j'ai ressenti ce que je ne peux décrire que comme la gratitude particulière d'être compris par quelqu'un qui n'en faisait pas tout un plat. Je n'avais aucune idée, en quittant cette maison plus tôt dans la soirée, de ce qui attendait Gail. Mais assis à cette table, j'ai compris pour la première fois la forme complète de ce que Walter avait construit. Et j'ai compris que mon travail, désormais, était simplement de laisser les choses suivre leur cours. Roger Castillo a appelé Gerald Ford le lendemain matin, vendredi 15 septembre 2023. Gerald a tout confirmé. Le testament avait été déposé auprès du tribunal des successions du comté de Cuyahoga. Les 2 dispositions étaient actives et incontestables. La disposition du trust restreint avait été déclenchée au moment où Gail avait initié la procédure de divorce, ce que ses papiers non signés et non déposés de
La veille n'avait pas techniquement fait, mais ce que son appel téléphonique et ses actions ultérieures avaient documenté comme étant son intention claire. Roger a déposé notre réponse formelle dans le comté de Summit le lundi 18 septembre 2023. Le dossier documentait la base des actifs matrimoniaux de la propriété de Ridgemont Drive, les transferts de comptes joints totalisant 178 400 $ vers le compte de Patricia Harmon sur 4 ans, et a notifié l'avocat de Gail des dispositions successorales. L'avocat de Gail, un cabinet de droit de la famille à Akron dont je tairai le nom, a reçu ces documents et a appelé Roger le même après-midi. Leur première position, les transferts vers Patricia Harmon étaient des cadeaux légitimes pour les dépenses de vie d'une parente âgée. La réponse de Roger, les cadeaux provenant d'un compte matrimonial joint nécessitent la connaissance et le consentement des deux parties. Selon la loi de l'Ohio, Tom Wood n'a ni su, ni consenti à ces transferts. C'était un gaspillage matrimonial. Le terme juridique pour un conjoint qui vide les actifs communs sans autorisation. Il a joint le tableur. Leur seconde position, les dispositions du testament étaient conçues pour punir Gail d'avoir exercé son droit au divorce. La réponse de Roger, Walter Harmon avait le droit légal d'assortir son legs de toutes les conditions qu'il choisissait. Le trust restreint était structuré selon le code révisé de l'Ohio, chapitre 5808. Régissant les trusts discrétionnaires, un mécanisme successoral légitime et couramment utilisé. Ce n'était pas punitif. C'était une condition d'héritage que Gail avait acceptée en signant les documents de distribution de la succession. Dès le mercredi 20 septembre 2023, l'avocat de Gail a cessé d'argumenter et a commencé à demander à quoi ressemblerait un règlement. Laissez-moi vous dire une chose sur la loi de répartition équitable dans l'Ohio. Parce que c'est la partie de l'histoire que les gens ont tendance à occulter, et c'est pourtant la plus importante, l'Ohio n'est pas un état de partage 50-50e. Les tribunaux de l'Ohio distribuent les actifs matrimoniaux équitablement, c'est-à-dire de manière juste, sur la base de la totalité des circonstances. Les facteurs incluent la durée du mariage, les contributions économiques de chaque conjoint et la conduite financière des parties. Quand un conjoint a passé 4 ans à retirer systématiquement des fonds matrimoniaux vers un compte tiers à l'insu de l'autre, cette conduite est classée comme « gaspillage matrimonial » et est prise en compte dans la distribution, souvent en créditant l'autre conjoint du montant gaspillé. C'est important car Gail est entrée dans ces procédures en croyant avoir tous les atouts en main. Elle avait l'héritage, ou pensait l'avoir. Elle avait une longueur d'avance. Elle croyait que ce qu'elle possédait réellement, c'était un trust restreint bloquant la moitié de son héritage pour 5 ans, une réclamation pour gaspillage matrimonial de 178 400 $ travaillant contre ça. Par des actifs joints, une maison de 480 000 $ sur laquelle elle n'avait pas plus de droits que moi, et un mari qui avait passé 18 mois à documenter chaque déviation avant la première confrontation. Elle avait joué un travail de précision avec quelqu'un qui avait passé toute sa carrière à ne faire que cela. Les négociations de règlement se sont poursuivies en octobre et novembre 2023. Je ne cataloguerai pas chaque séance, car les détails sont interchangeables avec l'ennui qui caractérise toute dissolution formelle d'une vie. Ce que je vous dirai, c'est le résultat, car le résultat est la chose qui a justifié le « bonne chance » que j'ai souhaité 2 fois en sortant. La propriété de Ridgemont Drive a été mise en vente conjointement en novembre 2023. Elle s'est vendue en janvier 2024 pour 497 000 $ au-dessus de l'estimation du printemps car le marché de Fairlawn avait bougé. Après les frais de clôture et les proratas de taxes, les bénéfices nets ont été partagés 60/40 en ma faveur, le différentiel de 20 points représentant un crédit partiel contre les 178 400 $ de gaspillage matrimonial documenté. Le solde du crédit de gaspillage a été appliqué contre la part de Gail dans les comptes d'investissement conjoints. J'ai reçu 298 200 $ de la vente, plus 112 000 $ de legs direct de la succession de Walter Harmon, qui avait été distribué par Gerald Ford en octobre 2023, indépendamment de la procédure de divorce, comme Walter l'avait prévu. Total, 495 200 $. Gail a reçu sa part de la vente nette, réduite par le crédit de gaspillage, le trust restreint, 350 000 $ bloqués pour 5 ans sous des conditions interdisant l'acquisition de biens et le transfert à des tiers, et la moitié non restreinte de son héritage, 350 000 $, dont elle pouvait disposer comme elle l'entendait. Derek Colby, l'homme avec qui elle prévoyait apparemment son prochain chapitre, avait apparemment espéré que l'héritage serait accessible et liquide. En novembre 2023,
quand la restriction du trust est devenue publique via le dépôt successoral, son enthousiasme pour le prochain chapitre a notablement diminué. Je l'ai appris par Cassie, qui l'a entendu d'une connaissance commune. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à ce sujet. Je ne ressentais presque rien pour Derek Colby. C'était un personnage secondaire dans une histoire qui ne le concernait jamais vraiment. Le divorce a été finalisé le 3 février 2024. J'avais 55 ans et j'étais célibataire pour la première fois depuis 1997. En mars 2024, j'ai pris 2 décisions. La première a été d'embaucher une directrice du développement commercial pour Wood Precision Components, une femme nommée Sharon Brigg, 42 ans, qui avait 20 ans d'expérience dans la vente manufacturière et que j'avais dans le viseur depuis un moment. Avec la stabilité financière que le règlement m'avait donnée et la liberté retrouvée en ne gérant plus un mariage en décomposition, j'étais prêt à développer l'entreprise dans une direction que j'avais reportée. Sharon est arrivée en avril. En août, nous avions signé 2 nouveaux contrats de dispositifs médicaux qui ont augmenté le chiffre d'affaires annuel de 31%. La seconde décision a été de déménager pas hors de l'État. J'avais une entreprise, une fille à Columbus, des racines dans la région. Mais j'ai vendu le bail de l'hôtel de séjour prolongé et j'ai acheté un appartement en copropriété de 2 chambres dans le quartier de Highland Square à Akron, à environ 3 km de l'ancienne maison. Un bâtiment moderne, de haut plafond, une vue sur le portage passe Greenway. J'ai payé comptant, pas d'hypothèque, pas de compte joint, rien avec le nom de quelqu'un d'autre dessus. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis tenu dans le salon vide, j'ai regardé la vue et j'ai essayé d'identifier ce que je ressentais. Il m'a fallu 1 minute pour le nommer correctement, le calme. Juste le calme. Pas de bruit de fond d'attente que quelque chose tourne mal. J'avais vécu avec ce bruit de fond plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Cassie est venue de Columbus en avril 2024 pour ce qu'elle a appelé une pendaison de crémaillère, et moi, j'ai appelé cela m'assurer d'avoir acheté un canapé. Elle a traversé l'appartement avec l'œil expert d'une femme qui possède l'intelligence organisationnelle de sa mère et les priorités pratiques de son père, et l'a déclaré « acceptable », ce qui, de la part de Cassie, est un soutien fort. Nous nous sommes assis à l'îlot de cuisine avec un café, et elle m'a demandé, de sa manière directe, si j'allais bien. Oui, en fait. Oui. C'est différent des 2 dernières années. Les 2 dernières années, je gérais quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait. Maintenant, je le comprends et c'est fini. Elle a fait tourner sa tasse dans ses mains. Elle m'a appelé la semaine dernière. Que voulait-elle? Elle voulait que je te dise qu'elle n'avait jamais voulu que ça se passe comme ça. Qu'elle pensait que tu l'accepterais et que tu passerais à autre chose. Une pause. Je lui ai dit que ce n'était pas à moi de transmettre ce message. J'ai hoché la tête. Merci. Je ne prends pas parti, papa. J'aime ma mère, mais ce qu'elle a fait était mal. Les comptes, la façon dont elle a passé cet appel. Cassie s'est arrêtée. Elle t'a traité comme un inconvénient à éliminer. Tu n'es pas un inconvénient. Il y a des moments dans la vie d'une personne qui ne s'annoncent pas comme significatifs, mais qui s'avèrent l'être. Cette phrase de ma fille de 24 ans, assise à mon îlot de cuisine un samedi matin d'avril, s'est posée quelque part de permanent. Tu n'es pas un inconvénient non plus. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, tu ne l'as jamais été. Elle a tendu la main par-dessus le comptoir et a brièvement saisi mon avant-bras, comme elle le fait depuis qu'elle a environ 7 ans. Et j'ai compris que c'était sa version de tout ce qui devait être dit. Il y a quelque chose qui vaut la peine d'être dit directement ici, car cette histoire contient une vérité éducative au-delà des mécanismes juridiques. Beaucoup de gens dans ma position auraient sombré. La découverte tardive de 4 ans de retrait caché, la nature préméditée de l'appel, les faux papiers sur la table de la salle à manger, ce sont le genre de choses conçues pour déstabiliser une personne. Pour la faire réagir émotionnellement, signer des choses qu'elle ne devrait pas, dire des choses qu'elle ne peut pas retirer, prendre des décisions qui donnent l'avantage à l'autre côté. Gail avait prévu une version des événements où j'étais la variable qu'elle avait déjà résolue, le mari obéissant, stupéfait, qui sort, signe tout ce qu'on lui met devant, et réalise trop tard ce qu'il avait. Ce qu'elle n'avait pas résolu, c'était 26 ans à regarder une entreprise d'usinage de précision fonctionner sur le principe que l'on mesure avant de couper. On documente avant de confronter, et on ne suppose jamais que la tolérance est bonne juste parce qu'elle semble l'être de loin. Walter Harmon avait compris cela à mon sujet.
Il avait construit ses protections non pas autour de ce que Gail ferait, mais autour de ce que Tom Wood ferait une fois doté de suffisamment de temps et d'informations claires. Il m'avait fait confiance pour ne pas paniquer. Il m'avait fait confiance pour tout documenter. Je n'allais pas le laisser avoir tort à ce sujet. En août 2024, alors que je termine l'écriture de ce compte-rendu, voici où en sont les choses. Wood Précision Component réalise sa meilleure année en termes de revenus jamais enregistrés. Sharon Brigg a conclu le deuxième contrat de dispositif médical en juillet et en a un troisième en négociation avancée. Dal Brigg, mon contremaître, aucune relation avec Sharon, une coïncidence qui nous amuse tous les deux, est avec moi depuis 2007 et a reçu la plus grosse prime de performance que j'ai jamais versée en décembre dernier. Je vis à Highland Square. Je marche sur le Greenway le matin avant le travail. J'ai exactement autant de bruit dans ma vie que je choisis d'y introduire. Cela s'avère être moins que ce que je pensais nécessaire et plus qu'assez. Cassie est venue 2 fois cet été. Nous avons parcouru les sentiers du parc national de la vallée de Cuyahoga lors de sa deuxième visite, ce que ni l'un ni l'autre n'avions fait malgré le fait d'avoir vécu à 40 minutes de là pendant la majeure partie de notre vie. Elle postule pour un poste de cadre dans son réseau hospitalier. Elle l'aura. Elle aborde les choses avec la même patience délibérée que je lui ai apparemment transmise de manière que je ne suivais pas Gail et dans la maison qu'elle a louée dans l'ouest d'Akron. Le trust restreint reste verrouillé. Derek Colby est, d'après ce que je comprends, sorti de l'image. Je ne traque pas ces informations activement. Elles me parviennent par les canaux ordinaires d'une petite ville où les gens se connaissent, et je les reçois comme vous recevez des nouvelles d'un quartier où vous aviez l'habitude de vivre, avec un intérêt léger et aucun investissement. Je pense régulièrement à Walter Harmon. Je pense au fait qu'un homme de 79 ans, dans une chambre d'hôpital face à la fin de sa vie, a passé une partie de sa lucidité restante à s'assurer que le mari de sa nièce ne se retrouverait pas sans un sol sur lequel se tenir. Il a fait cela non pas parce que j'étais de la famille, je n'étais de la famille que par alliance et il savait que ce mariage touchait à sa fin même si je ne le savais pas, mais parce qu'il m'avait observé pendant 26 ans et avait porté un jugement sur le genre de personne que j'étais. Je prends cela au sérieux, plus au sérieux, pour être honnête, que la plupart de ce qui s'est passé dans l'année qui a suivi. Son legs repose sur un compte d'épargne séparé. Je ne l'ai pas dépensé. Je le ferai éventuellement pour quelque chose que je ne me serais pas autorisé autrement, un équipement pour l'atelier, peut-être une rénovation de l'appartement, quelque chose de réel et de durable. Il a construit prudemment et tranquillement pendant 50 ans. Il faisait confiance au processus et aux gens qui y participaient. J'essaie de faire de même. Gail a dit « bonne chance » quand j'ai signé ces papiers. Elle voulait dire cela comme un renvoi. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de découvrir en 26 ans, c'était que la chance n'avait pas grand-chose à voir avec ça.